des entrailles de CKRL, voici les geeks contre Samedi. Et est-ce que je me tromperais en disant le 18 juillet 2015? C'est exact. C'est exact. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks qui contre-attaquent en cette superbe journée pluvieuse. On va tenter de faire en sorte que ce soit le fun d'écouter quand même. Puis si vous l'écoutez le podcast plus tard, ben c'est complètement pas rapport à ce que je viens de dire. Donc, on va mettre du soleil dans vos cœurs. Tu vas du moins essayer. Yes. Donc, vous avez entendu un peu les voix. On se présente. Je suis Éric Lajoie parce que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et on a aussi, je vais commencer avec mon fidèle collaborateur Simon Boucher. Salut. Salut, mais je suis plus fidèle, je t'ai trompé en fin de semaine. Il t'a trompé avec moi. Ah, Moses d'adultère fatigante. Ensuite, on a notre pyrologue en chef, puisque seul, Philippe Jacques. Salut tout le monde! Hey, à la mise en onde, Mikey G. Ben oui, j'ai fini de tomber de mon 63e étage. Je suis maintenant sur ma chaise. Ok, faisant référence à ton long cri du thème sonore. Exactement. Parfait. Et on a aussi un invité cette semaine qui va venir nous parler un peu de ce qui se passe au-delà de notre atmosphère. Au-delà du réel. Non, c'est réel. C'est pas Ok, au-delà du réel. excusez. C'est à l'intérieur du réel, mais en dehors de notre monde connu. Ah, ok. C'est moins compliqué que je pensais Ouais. finalement. Alors, Jean-Philippe qui va être avec nous autres, qui nous avait parlé de Pluton plus tôt cette année. Et là, on va en parler de façon plus approfondie. Oui, je serais heureux de revenir vous parler de ça, mes amis. Yes! Donc, une émission bien remplie et on va la commencer comme il se doit. Mikey, s'il te plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ah, donc, les geeksualités. Salut Simon. Salut, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités selon toi cette semaine? Plein de choses! Et que tu peux nous dire parce que tu as mis ça sur papier. Oui. Cette semaine, je suis revenu aux vieilles technologies. Donc, l'arbre mort recouvert de produits chimiques. Donc, Yes. La vieille école, c'est la nouvelle école. exactement, Ouais, voilà. je suis le hipster de la feuille. je propose qu'on commence avec un petit peu de mort. J'aime commencer les émissions avec de la mort. Oh! Ok. Allons-y. OK. Bon, cette semaine, il s'est passé quelque chose de quand même triste. Est-ce que vous connaissez le directeur F.W. Murnau? Oui! Monsieur le pyrologue va pouvoir nous dire qui est il est le directeur de quel grand film classique? Nosferatu. Oui, si on parle du vieux Nosferatu en noir et blanc avec le Nosferatu tout croche chauve avec des dents qui a l'air monstrueux. Là, Arrête, il est awesome. Oui, il y a ça, mais c'est pas le vampire érotique qu'on a eu dans les années 60. Ici, je parle bien sûr de Dracula, je parle pas du vampire tween, mais je parle du vampire érotique Dracula, mais lui, c'était le vampire laid. Bon. Il était- Tu t'es déguisé? Oui, je m'étais déguisé en une version updatée de Nosferatu cette année à l'Halloween et je faisais peur à tout le monde en fait. Il est arrivé quelque chose à notre ami le directeur, monsieur Morneau, dans les derniers jours. Quelqu'un est rentré au cimetière où il était enterré. Ils l'ont déterré et ils ont volé sa tête. Quoi? Ouais, Yo, t'as bien entendu. pour vrai, là? Pour vrai. Dans le fond, la police a commencé à faire une petite enquête, mais à l'intérieur du cercueil, ils ont trouvé énormément de cire. Donc, leur probabilité, c'est des étudiants sous qui sont allés faire des messes noires en décapitant le directeur de Nosferatu. Non. J'ai juste une chose. Et ses deux cousins, hein, en passant. Non, sa famille a pas été touchée. Non? Non. On n'a pas vu la même nouvelle, mais non, ok. c'était pas... justement, moi, ce que j'ai... Tes c'est- sources sont peut-être plus fiables Mais que mes les sources miennes. disent que ce n'était pas un crime. Ils peuvent retirer le crime contre la famille parce que les membres de sa famille autour n'ont pas été touchés. Ah, ok. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés probablement de sceller la tombe de façon permanente pour éviter que des situations comme ça reviennent parce que c'est pas la première fois que sa tombe est attaquée par des fans de l'occulte. J'ai juste une chose à dire à propos de ça. On est rendu là. Eh oui. Eh oui, on Le nouveau thème, on est rendu là. Ouais, on s'est décidé de faire un thème. On est Fallait. rendu là. Parce qu'il fallait, on s'était rendu compte que c'était assez récurrent dans l'émission. On était rendu là. On était Ben, on rendu est là. rendu là, on parle de mort. Mikey, Oui. il y a quelque ben chose. oui. Mikey, il y a quelque chose pour nous autres. Quelque chose pour vous autres, certains. C'est-à-dire. C'est-à-dire... Ça sera pas long. Oh. C'est solennel. Ouais, hein. Ça me donne envie de manger du poulet. Ça donne aussi envie de rendre hommage à quelqu'un. Ah oui. Ouais, non, c'est vrai. Ce lundi 13 juillet est décédé Satoru Iwata. Qui est Satoru Iwata? C'est le PDG de Nintendo.
Il est mort assez jeune, il avait 55 ans, il est mort d'un cancer. Il dirigeait le groupe Nintendo depuis 2002. Il est très connu pour ses vues moins conventionnelles sur l'univers des jeux vidéo. C'est lui qui a amené la fameuse DS et la Wii. Oui. Donc, c'est quand même des choses qui ont contribué à imprimer de l'argent pendant des années pour Nintendo. Ce qui est le fun avec Iwata, c'est que c'était pas un CEO, dans le fond, un chef de l'entreprise qui venait du côté business de l'entreprise. C'était vraiment un développeur, un designer. Il était vraiment dans le jeu, puis il a monté au travers de l'entreprise, ce qui lui donnait une vision quand même plus sur le but à long terme, la vision du jeu. Tandis que là, les rumeurs disent qu'il serait peut-être remplacé aussi par des gens de la business, ce qui pourrait être très mauvais pour Nintendo. Il sera en premier temps remplacé par deux personnes, Shigeru Miyamoto, qu'on est bien sûr qu'on connaît comme le père de Mario, Le pape de Nintendo. Là, et Genyo Takeda, un des actuels dirigeants de Nintendo, qui est chargé du développement des consoles. Mais non seulement ça, mais j'allais dire que Monsieur Iwata était le premier président de Nintendo depuis les années 1800, parce qu'on se rappelle que ça a commencé comme une compagnie de cartes, de jeux. C'était le premier président depuis ces années-là à ne pas faire partie de la famille. C'était le premier président non lié à la famille. Okay. Donc, tu ne dois pas manquer de respect à la famille de Nintendo. C'est italien, c'est Nintendo, non? Et il n'en a pas manqué. Il laisse dans le deuil des milliers de fans et des petits personnages que nous adorerons pour toujours. Est-ce qu'il va être enterré avec son propre poids en amiibo à l'intérieur de son cercueil? Non, parce que sinon ça va faire comme WF Murnau, puis il y a des gens sous qui vont piller sa tombe. On peut pas, hein? Non, c'est Simon qui a commencé. Okay. Non, mais moi je voyais ça un peu comme les rois égyptiens qui se faisaient enterrer avec leurs esclaves. Ils pourraient être enterrés avec des amiibo pour que dans la vie après la mort, il y ait plein de petits Yoshi en laine qui s'occupent de lui pendant des millénaires. C'est des Yoshi en laine, je suis d'accord. C'est des Yoshi en laine. Il est tellement beau le Yoshi en laine. Ouais. Bon, y a-t-il d'autres décès? On peut prendre nos nouvelles plus joviales. Ben là, ah oui, moi j'aurais un autre décès. Ouais, quoi? Mais c'est pas vraiment un décès, c'est plus une demande de mise à mort. C'est encore plus joyeux. Oui, c'est encore plus joyeux. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, bon, on va dire maintenant 6-7 ans, la montée du téléphone mobile puis de la tablette. Un des gros problèmes, c'était que ça a brisé la compatibilité avec Flash. Pourquoi? Okay, parce que Flash, ça suce de l'énergie. C'est extrêmement lourd à faire fonctionner pour les résultats que ça donne. Puis sur mobile, quand la batterie est la chose la plus importante, tu veux pas que Flash fonctionne parce que même iOS pour les appareils Apple l'a pas supporté. Android ont été le supporter au début, mais ça a très mal viré parce que ça causait des crashs, ça vidait la batterie très rapidement. Donc, ça a été mis de côté pour tout ce qui était mobile. Flash, c'était semi-mort. Ça l'a poussé vers le HTML5 qui est extrêmement efficace, beaucoup plus standard, etc., etc. Là, cette semaine, 2 personnes ont demandé la mort officielle de Flash, mais sur l'ordinateur PC. Okay. On parle du chef de la sécurité chez Facebook. Parce que présentement, la majorité des codes qui sont injectés dans les ordinateurs, des choses comme ça, passent souvent par de la publicité Flash ou du contenu Flash supplémentaire. Quand vous êtes sur une page web, et puis là, il y a des trucs qui commencent à parler quand vous passez votre curseur par-dessus quelque chose, c'est souvent une publicité en Flash qui fait jouer des publicités au volume, dans ta 4e onglet de Chrome qui est ouvert, que tu regardes même pas, puis que ça fait sauter ton système de son. Dans la même semaine aussi, suite à plusieurs gros problèmes de sécurité à l'intérieur de Flash, Firefox complètement désactivé Flash par défaut sur tous ses navigateurs. Okay. Si vous voulez Flash, vous devez aller à l'intérieur, le réactiver manuellement. Donc, de plus en plus de compagnies demandent la mort de Flash parce que ça fait des années qu'ils fixent pas leurs problèmes de sécurité. Et puis, c'est rendu extrêmement lourd. En réalité, Flash, c'est un logiciel qui avait été créé par Macromedia, qui avait créé Shockwave, qui est devenu Flash par la suite quand Adobe les a achetés. C'est lourd, c'est vieux, le HTML. C'est cool parce que c'est des problèmes de sécurité, mais il y a tellement de contenu Flash aussi qui risque de disparaître avec ça. Ouais, c'est ça. Je me dis, un site comme Newground, par exemple, qui avait il y avait des milliers de jeux qui avaient été faits par des usagers, qui étaient tous basés sur Flash. Ça veut dire, ça devient ça devient une bibliothèque de jeux qui disparaît. T'es juste des disquettes, ton Apple II, là. Tu peux-tu y mettre sur ton ordi? Non. Non, c'est ça. Je veux dire, il y a encore manière de fonctionner. Éventuellement, il va y avoir des émulateurs de Flash où il va avoir tout simplement, tu peux encore faire fonctionner Flash sur Firefox. Je veux dire, tu peux l'installer manuellement ou sur ton ordinateur, tu vas pouvoir te faire une partition virtuelle avec un faux Windows 95 qui va runner Flash parce que ça va être le seul qui va le supporter encore.
puis les runner tes jeux en genre d'émulation. Non, c'est sûr, mais ça Flash, c'est fini. C'est écrit depuis des années, ils s'ostinent là-dessus, mais non, c'est la fin. La seule chose qui a gardé Flash vivant aussi longtemps, c'est que c'était la seule manière d'envoyer du contenu protégé avec du contrôle de droit de vidéo sur Internet. Fait que beaucoup de services en ont servi encore jusqu'à récemment, mais même là, ça, c'est en train de mourir parce que là, il y a du contenu de gestion de droit dans le HTML qui a pris la place. Donc, je pense que on va bientôt entendre parler de la mort officielle de Flash. Bah. Et on parle de mort technologique et moi j'ai quelque chose de relié à ça. Moi et puis Simon, on se lance toujours la balle, c'est fantastique. Oui. On joue au ping-pong. On parle technologie mobile et de mort de technologie, mais moi je parle de Commodore. Okay. Oui, tu fais bien. Connaissez-vous le Commodore PET? Ben, je connais l'original. Moi, je parle du PET. Oui, le PET, c'était un ordinateur fait en 1977, si je me trompe pas. Tout à fait. Intégrait. Il y a le même âge que moi. Un des premiers ordinateurs tout en un, si on compare au Apple II, si on veut. C'est le même âge que moi. Avant. C'est le même âge que moi. Ben oui, c'est ça. Donc, on parle de vieille technologie, Eric. Eric Lajoie aussi, t'es un animateur tout en un. Mais voilà, fantastique. En 2015, flash forward. Oui. Commodore a annoncé le PET 2015, qui sera maintenant un appareil mobile Android. Oh! Dans le fond, ils ont juste pris un appareil mobile Android puis ils ont foutu le nom Commodore dessus, ou il y a des choses particulières commodoriennes? Plus ou moins. C'est un appareil assez standard avec un écran 1080p de 5.5 pouces, avec une caméra de 13 mégapixels. Il va être disponible en deux versions, de 16 GB et 32 GB. De quoi de vraiment standard. D'après moi, c'est plus un test que d'autres choses, parce que ça va être d'abord lancé en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, pour un prix qui vaut entre 300 pour le plus petit modèle et 365 $ pour le plus gros. C'est quand même du moyen bas de gamme pour le téléphone cellulaire. Il est beau, mais c'est standard. Bien sûr, si on réussit ce lancement-là, on vise les marchés de l'Europe et des États-Unis pour la suite. Il va y avoir, par contre, quelque chose d'unique au Commodore PET. Ça va être, justement, tu parlais d'émulateurs tout à l'heure, Simon. Il va y avoir deux émulateurs intégrés au Commodore PET. Un émulateur qui s'appelle Vice 64. Ça sonne légèrement pervers, ça. Oui, effectivement. Un autre dont le nom m'échappe totalement parce que c'est une série Vice 69? Mais Merci, bref, Simon. étant donné que le Commodore étant donné que le Commodore était spécialisé dans les jeux, ben c'est la feature, c'est la... Donc, j'avais pas cette info-là, ça va être bien sûr des vieux jeux de Commodore, mais est-ce qu'il va falloir que tu rentres une espèce de mot de passe que t'as perdu dans tes papiers dans ton manuel, avant de pouvoir jouer? Le 16e mot de la page 4. Non, la question importante, c'est est-ce qu'il va jouer les cassettes? Exactement. Est-ce qu'il va jouer les floppy disks aussi? Mais c'est drôle que vous parlez de cellulaire, de réédition, des affaires bizarres puis de cassettes, je vais faire vite. Cette semaine, une autre compagnie a annoncé un téléphone cellulaire. C'est-à-dire? Gibson. Oui, c'est vrai. Les fabricants. Non, c'est Marshall. Marshall, excuse-moi, la Marshall, compagnie d'amplificateurs classiques. Oui. C'est un téléphone cellulaire de prix haut de gamme, extrêmement dispendieux, avec un fil extérieur, un peu comme le classique rubberisé des amplificateurs de la compagnie, qui vient avec 2 ports de connexion pour les écouteurs parce qu'ils veulent mettre un focus musique. Mais c'est de la technologie à l'interne, c'est extrêmement bas de gamme, mais ils vendent à un prix très très élevé. Mais il paraîtrait que il y a 2 haut-parleurs de base sur l'appareil qui ont beaucoup plus de puissance que les haut-parleurs de base que sur les iPods. Donc, pour écouter de la musique sans avoir à le plugger sur des haut-parleurs. Et justement content qu'il y ait encore plus de monde qui aura des raisons de faire jouer le rusty de musique poche à l'intérieur de l'autobus. Wow! OK. Je pense que t'avais ça dans le tout depuis un bout. Hein. Ouais, parlant de musique... Message à tous ceux qui prennent la bus avec Simon Boucher. Hein. Ouais, parlant de musique, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, et celle-ci va être fournie Hein? par Philippe Jacques ici même. Donc, je te laisse présenter la première chanson de la semaine. Je vais essayer de pas fâcher les gens dans les autobus, mais j'ai pas pris de chance, fait que je vais rendre hommage au président Nintendo avec une chanson de Zelda Ocarina of Time. Oui. Mais elle parvient d'un album qui s'appelle The Hyrule Symphony, qui m'a été pour la première fois fourni par cet ami qui est à côté de moi, qui s'appelle Jean-Philippe Vachon. C'est toute la musique de Ocarina of Time reprise de façon symphonique. On va écouter la chanson Ocarina of Time. Alors, c'est présentement au Geek Contre-Attaque. Yes.
Donc, c'était la version de Hyrule Symphony de la pièce Ocarina of Time. Tout à fait. Du jeu du même nom. Donc, en hommage à Monsieur Sawata, c'est ça? Iwata, voilà. Ça paraît que j'ai pas les feuilles devant moi. Hein? Ça paraît que j'ai une mémoire pas terrible pour certaines choses. Donc, on revient pour d'autres actualités, parce qu'on en a encore plein. Hein? Mm-hmm. Bon, ben, je laisse qui commence? Ouais, Simon. Moi, je vais y aller. Simon, son papier est prêt. Êtes-vous des coulrophobes? Souvrez-vous de coulrophobie? C'est quoi, c'est la peur d'être cool? Non, c'est quand même une peur classique, mais c'est presque ça, c'est la peur des clowns. La peur des clowns. Oh. C'est quand même un problème assez fréquent dans notre société jusqu'à un certain point. Et dans les derniers mois, j'en parlais un petit peu de cinéma, il y a un film qui s'en vient avec un clown meurtrier. Le prochain Poltergeist va inclure un clown maléfique. Et le poster, c'est une grosse face de clownlette qui est vraiment menaçant et tout ça. Et des associations de coulrophobes ont tenté de faire bannir le poster en Angleterre auprès du Advertising Standard Authority, dans le groupe qui supervise la publicité pour que ça respecte le bon goût et les normes sociales, etc. Et ils n'ont malheureusement pas été capables de faire bannir le poster. Donc, tous les coulrophobes britanniques vivent présentement en terreur et probablement enfermés chez eux sur une chaise, les bras autour du corps, en se balançant en avant et en arrière en disant « Clown va me manger, clown va me manger ». Ok, comme ça, bon, ben, je viens d'apprendre que la peur des clowns, c'était la coulrophobie. Donc, c'est bon à savoir. C'est bien d'apprendre des choses. Ben dans le fond, en plus, c'est drôle parce que le thème sur le poster, c'est, dans le fond, les poltergeists, c'est des esprits vengeurs qui prennent possession de choses pour te faire peur. Puis, le titre, c'est comme, ils savent ce qui vous fait peur. Puis, il y a une grosse photo de clown. Fait que c'est vraiment, ils pointent les coulrophobes, c'est comme, on va vous détruire, ma gang de vous autres. Fait que, non, ils ont pas réussi à faire bannir le poster. Donc, fans de clowns et clownophiles, probablement les coulrophiles, eux autres, ben, pourront en profiter. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, ça veut dire que la compagnie de marketing du film a réussi. Parce que si les coulrophobes voulaient faire enlever, c'est parce qu'elle fonctionnait. Ouais. Si ça avait pas été épeurant comme ils voulaient, il y aurait pas eu d'outrage ou de scandale là-dessus. Ouais, donc, mais c'est une peur irrationnelle. Probablement que c'est un clown souriant puis il aurait eu peur autant. C'est pas cool, un clown. Je veux dire, t'as 5 ans, tu vois quelque chose qui fait 4 fois ta hauteur, avec du maquillage, mais vu que tu le vois de proche, tu vois en arrière du maquillage que c'est un gars qui est maquillé, tu vois en arrière de ses yeux le fait qu'il est mort en dedans, que ça fait 15 ans qu'il a plus de fun dans la vie, mais qu'il est obligé de faire ça pour sa paye. Tu le sais, t'es un enfant, tu vois la pureté chez les gens, tu vois pas le masque. Tu confonds avec le tueur en série série John Wayne Gacy. Là. Non, tu vois à travers la façade. Tu sais, tantôt, Eric, on m'a accusé d'avoir sorti un morceau de moi-même à propos des gens qui font jouer de la musique dans l'autobus. Toi aussi, on dirait que c'est un cri du cœur. Non, mais c'est parce que je comprends. Je comprends les coulrophobes. J'ai pas du tout peur des clowns. En fait, j'ai une indifférence quasiment plate. Pourquoi t'es en dessous du bureau d'abord? C'est parce que je suis petit, ok? On s'entend, faut t'aille peur des clowns pas à peu près pour monter une association là, pour faire arrêter ça. Là. C'est vraiment c'est une peur là, de très haut niveau. Il y a des gens qui ont pas de passe-temps dans la vie. Ouais. Puis il y a ça aussi. Il y a des gens ça qui serait une belle farce à le fait dans le party de Noël. Il y a des gens qui quittent le pays quand Rose Carnaval arrive. Je faisais des images de falaise parce que j'ai le vertige, voyons, tu sais. Ouais, c'est... Ouais, mais t'as un contrôle sur les clowns. Je veux dire, tu pourrais les prendre toutes les clowns, les mettre dans des trains, puis l'amener en camp... Non, je vais arrêter là, je pense. Faut que tu dises non! Ouais. Non. Sage décision, moi. Sage décision. Donc, on a beaucoup trop dérapé sur des clowns. On s'excuse. Et comment faire suite à une nouvelle sur les clowns? Ouais. Moi, j'ai pas de nouvelles sur les clowns. Fait que je vais parler de robots à la place. OK, c'est bon. OK. Vous souvenez-vous de Itchbot, les amis? Itchbot, c'est un robot qui se grattait, ça? Ouais, non. c'est un robot quêteur de lift. Canadien. Ah oui, ben oui. Il avait commencé à Halifax, puis s'était rendu jusqu'en Colombie-Britannique. Ouais. Ben, imaginez-vous donc qu'il a fait la même expérience en Europe. Okay. Et maintenant, il est rendu aux États-Unis. Il a commencé son périple à Boston et son but, c'est de se rendre jusqu'à San Francisco. Le but étant de savoir toujours... Et encore, est-ce que les humains sont fiables? Est-ce qu'ils vont le démonter? Est-ce qu'ils vont pas le mettre dans une poubelle? Whatever. Donc, le robot est équipé d'un GPS et c'est un robot très simple. C'est un bucket en plastique avec des bras et des jambes en nouilles de piscine avec des gants à vaisselle.
Une face en laptop. Oui. Puis un GPS, je présume. Avec, je l'ai dit en premier, mais tu suivais pas Simon. Mais il y a une jolie face en lumière d'aile qui t'envoie des beaux sourires. Tu peux avoir des discussions avec. Et tu l'embarques, tu vas le plus loin que tu veux. Tu vas toi, tu le remets sur le chemin, puis quelqu'un d'autre va le prendre, puis va l'amener. Ouais. Je viens d'avoir une vision. Quoi? Ouais. Ils vont prendre la technologie qu'ils sont en train de développer de l'intelligence artificielle pour les real dolls, les poupées pour adultes. Ils vont mettre ça avec des robots pousseurs. Oh mon Dieu, je pense qu'on s'approche de la robot-prostitution par le pouce sur les grandes autoroutes américaines. C'est clair. Ça peut juste venir là. 5 ans. Merci Simon. Merci d'avoir transformé une si belle nouvelle intéressante. En une conspiration inutile. Continue donc, là. tant Oui, qu'à j'ai une faire, conspiration je te inutile pour vous. Oh. On parlait des Britanniques, justement. On reste quand même en Europe, dans le coin de Cardiff. Beaucoup de gens sont des fans de conspiration, que le gouvernement cache les ovnis puis ces choses-là. Okay, ouais. Fait que dans une conférence de presse, après avoir été poussé à répondre, le ministre Darren Mill... dans le fond, a demandé, dans le fond, excusez-moi. Le ministre Darren Mill. Il y a même pas son iPad qui bug, puis il bug lui-même Son à cause. papier qui Son papier switch. bug. Oui, excusez-moi, mon papier est en train de se formater lui-même. Le ministre Darren Mill a demandé au ministre des Transports, Edwina Hart, si il discutait des fois dans les aéroports s'il y avait ou pas des extraterrestres qui étaient spotés par les radars, pis ces choses-là. Et bien sûr, la personne qui est responsable de répondre a décidé de répondre à cette question de la seule manière possible, en Klingon. Donc la réponse fut, pardonnez mon accent. Donne-moi là en Klingon, s'il te plaît. Là. Je l'ai ici, t'es-tu pour bon vrai, non, ça en va. Klingon? Ah oui, t'es versé en Klingon, JP, vas-y. JP, t'es versé. Je vais lire le Klingon. Oh bon. Avec l'accent pis tout. on là. part de Je vais essayer, là. Sors ton accent Klingon du dimanche. Ça va être beau, ça va être beau. Vas-y. Chang vida jin kluk. Ach got vad kitschach desokar. Oh! Honnêtement, c'est un très bon Klingon. En gros, ça veut dire... Le ministre répondra au bon moment. Cependant, présentement, c'est un sujet qui n'a pas de résolu. Fait que c'était de la belle langue de bois Klingon, mesdames et Dans messieurs. la même thématique, juste rapidement, cette semaine, je suis tombé sur une vidéo par hasard de Barack Obama qui est à l'émission de, je pense, ça s'appelle Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, C'est Jimmy ça. Kimmel, ouais. Kimmel, en tout cas, peu importe la prononciation. Jimmy Puis, Kimmel, l'animateur dit à Obama, la première chose que j'aurais faite si j'étais devenu président, c'est que j'aurais couru à la zone 51, sortir les dossiers pour savoir ce qui se passe. Est-ce que vous l'avez fait? Fait que naturellement, le président part à rire, puis il finit par nous répondre, toujours en riant, puis naturellement, c'est une blague, là. Mais il dit que finalement, il ne peut rien révéler parce que les aliens ne veulent pas qu'on sache quoi que ce soit dans ce sujet. Voilà, c'est disponible sur YouTube, c'est très intéressant. Il y a d'autres choses de comiques par rapport à ça, mais c'est trop long à expliquer. Ça aide pas non plus tous les vidéos, ce qu'on voit des extraterrestres qui changent de forme autour d'Obama qui le protègent. Et mon Dieu. Oui, c'est garde reptilien, là. Oui. Merveilleux, ça. J'ai un petit lien vers l'espace avec ça, mais qui nous ramène sur Terre. Oh. Tesla est en train de sortir son modèle S. Oui. Et il y avait déjà le mode insanely fast, ça veut dire très rapide. Ouais, Et bien, imbécilement rapide. ouais, ben là, ils viennent de l'équiper de la vitesse démesurée. Oh, la Ludicrous, ça, là, Ludicrous. Ouais. Comme dans Spaceball. Spaceball. Ouais, notre premier Il thème s'agit sonore. donc de 762 chevaux vapeur pour le mode vitesse démesurée. Non, c'est du stock, là. 762, là, c'est... Je pense pas qu'il y a beaucoup de véhicules légaux qui ont le droit d'avoir autant de chevaux vapeur sur la route, là. Elle Il fait fait 0 à ouais. 60 000 à l'heure en 2,8 secondes. 2,8 secondes jusqu'à 100 km/h, si vous voulez transférer, là. C'est démentiel. Le même moteur va être utilisé parce que dans les prochaines années, ils vont sortir un Roadster, un véhicule vraiment plus rapide. Ouais, sport, là. Ils veulent vraiment aller vers le fait que la voiture électrique peut être une voiture de performance puis une voiture de vitesse. Ils vont équiper aussi la vitesse démesurée sur leur modèle qui est un SUV. Et il va être très lent, hein. Parce qu'il va faire le 0 à 60 en 3,3 secondes ou juste 0,1 seconde en deçà de la McLaren F1 originale. C'est le véhicule légal urbain qui a le torque le plus On violent. parle d'un SUV, là. Ouais. De loin, là. Et c'est un SUV, là. Il pogne dans le vent, là, puis il est plus vite qu'une McLaren F1 qui est à peu près 1 pied de haut. Pour avoir le module présentement, si vous achetez justement les modèles S qui vont pouvoir avoir cet upgrade-là, c'est une mise à jour, c'est un changement de pièce de 10 000 $ quand vous faites fabriquer le véhicule. Wow! C'est... Donc, on peut obtenir la vitesse démesurée
Sur un véhicule maigre. électrique. Ouais. Ouais. Puis Puis, un maigre 10 000 J'espère que le freinage est mieux que dans le film, par exemple. Ouais. mais c'est il y a pas- un bouton supplémentaire à l'intérieur de votre tableau de bord qui permet de transformer en méga ménagère. Ah, c'est ça, j'allais dire. Oh, la méga ménagère. Hey, sur cette référence savoureuse, je pense qu'on va y aller pour une petite pause publicitaire. Parce qu'on va en avoir deux aujourd'hui. On a une émission de 90 minutes encore une fois. Donc, Notre dernière. on vous revient pour le deuxième tiers de cette édition des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque, 2 de 3 cette semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour la deuxième demi-heure, on va y aller sans trop de préambule. On va présenter tout de suite ce thème suivant. Des confins de l'univers, vous entendrez une chronique de Jean-Philippe Vachon. Oh, Jean-Philippe Vachon, on a l'invité de la semaine. Salut, JP! Mais comment ça va? Ça va bien. Entre autres parce que t'es là, parce qu'à chaque fois que t'es là, on parle d'espace, de cosmos, de trucs intersidéral, et j'adore ça. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans le domaine spatial cette semaine. Oui, ben, je pense qu'il y a une comète qui est passée proche de la Terre, là, mais sinon... Ouais, comme c'est ça pas mal arrive tout, souvent, là. là. Non, C'est sérieusement, bien entendu, on en entend parler. Ben oui, la première sonde, je n'avais parlé dans l'émission précédente, la première sonde vers Pluton est enfin arrivée. Yes! Et on En a fait, eu- elle est déjà sortie, mais quand même, elle a passé à côté. Ouais, c'est ça. Parti de cela 9 ans, je crois. Un petit peu, ouais, 9 ans et demi environ. 9 Ouais. ans et demi. Et finalement arrivé devant Pluton et a pris des photos de la planète comme si on y était. Exactement. Donc, les premiers résultats sont arrivés. Il y a plein de belles surprises de ce côté-là. Puis, ben, je suis là pour vous en parler. Yes, Hey, de un Pluton ressemble à un Pokémon. Ben, Un Pokémon. Ben, ou un Kalinours, là. à cause de la forme de le cœur. Le cœur, ben oui. Mais la première couleur chose. a surpris au début, je pense. Il y a beaucoup de choses qui ont surpris. Ben, la couleur, on s'en doutait un peu. Ça avait déjà été vu quand même avec Hubble, mais Hubble, mais quand là, oui, c'est pas à ça qu'on s'attendait vraiment. Mais avant que je parle de Pluton, savez-vous qu'on a passé proche d'une catastrophe dans cette mission-là, à quelques jours à peine de l'arrivée? Ah ouais? C'est Hey, plaisir. Ben, c'est simple. 9 jours avant l'arrivée. Donc, le centre qui est en contact avec la sonde est en train de faire des contrôles, de suivre l'évolution de la sonde, et tout d'un coup, plus aucune communication. Oh. On attend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une heure, toujours pas de communication, puis aucun contact avec la sonde. Et finalement, au bout d'une heure, 20 minutes, on vient à bout de reprendre le contact avec la sonde. Pourquoi je dis une catastrophe? Vous allez dire, ben, c'est pas la fin du monde, 1h20, mais quand même, au bout de 9 ans et demi de voyage, si ça s'était produit quelques jours plus tard, le temps que ça prenait pour prendre des photos, la sonde n'aurait pas fonctionné, puis elle passait tout droit et c'était terminé. Tout ça pour rien. Puis le pire, imaginez, là, on a un problème avec la sonde. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est mise en safe mode, dans le fond. En mode Ok? veille. C'est ça, exactement. Puis là, elle a recommuniqué avec la base pour communiquer qu'est-ce qui s'est passé, les erreurs. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce qui a posé le problème. Donc, on reçoit une communication qui prend à peu près 5 heures à se rendre jusque sur Terre. On analyse les données. Là, il faut qu'on trouve c'est quoi le problème, qu'on essaie de donner des commandes à la sonde pour qu'elle corrige le problème. 5 heures aller, 5 heures retour, et ainsi de suite. On a à peine quelques jours pour le faire. Et finalement, ben, on le sait, là, ça s'est bien passé, mais quand même. Donc, voilà. Wow. Encore une fois, à la NASA, on fait on fait l'incroyable avec ce qu'on a, là. Mais quand même, c'est du matériel fiable. Ceux qui le savaient pas, mais à l'intérieur de la sonde, c'est les mêmes générations de processeurs que la PlayStation originale. Donc, c'est du bon, c'est du bon matériel. Ouais, non seulement ça, mais en plus, les calculs de base. Ils s'étaient dit, au départ de la sonde, il y a 9 ans et demi, comme on disait, ils avaient estimé un temps à lequel elle allait arriver, et elle est arrivée à quoi? 2 minutes près? À peu près, oui. Puis c'est c'était ça. c'était C'est pas aussi d'une- précis qu'on pensait. Hey. On est arrivé 2 minutes avant. C'est comme, what? En plus, ils sont arrivés en avance, même pas en Ouais, retard. 9 ans et demi de voyage, sont arrivés 2 minutes trop de bonheur, puis ils étaient déçus. C'est une précision c'est- démentielle. Vous savez ça que c'est fout, je sais pas c'est quoi son titre, mais probablement une sorte de, en tout cas, on va dire le pilote de la sonde, si on peut dire, celui qui programme la trajectoire et travaille à partir de Montréal, c'est un Québécois, je sais pas si vous saviez ça. Ah ouais? Je pensais qu'il travaillait aux États-Unis. Non, il travaillait à partir de son portable, puis quand lui fait, en tout cas, aux dernières nouvelles, il était encore au Québec quand il l'a fait, puis il communiquait, lui, les informations de vol, puis on lui a donné le mandat d'arriver avec un
avec une précision dans une boîte de 100 km² où ce que la sonde devait absolument se trouver, puis ça a très bien été réalisé. C'est vraiment une précision démentielle, là. On est à 5 milliards de kilomètres, et comme je vous dis, des transmissions qui prennent 5 heures à aller, puis on arrive avec une précision. Là, d'où la déception du 2 minutes. Là. Mais ce qui est horrible là-dessus, c'est que c'est quand même une sonde vieille de 9 ans, fait qu'elle a pas la caméra de reculon puis tout ça, fait que si elle doit se déplacer et s'aligner comme il faut, c'est bien difficile. Non, c'est ça. Ford a pas eu le temps d'installer elle peut pas se parquer en parallèle d'elle-même non plus. Non, il n'y a pas le My Ford Touch puis le One Star. Fait que... Ce qui me fascine, c'est que les gens qui sont pas trop au courant de comment le voyage se passe, c'est pas un voyage en ligne droite, là. Je veux dire, c'est accéléré par plusieurs gravités de différentes planètes, calculées toutes d'avance. C'est ça. Ben, dans ce cas-ci, la sonde, si je me rappelle bien, va commencer par faire s'est servi de l'assistance gravitationnelle de Vénus, ensuite de Jupiter, puis ensuite, ça a été un trajet en ligne droite jusqu'à Pluton, là. C'est ça. Il paraît qu'au départ, il voulait faire le tour du Soleil, puis retourner dans le temps chercher une baleine, mais c'était trop compliqué. Finalement, on a décidé d'aller au Comic-Con puis de prendre 2 figurines des Tailhead à la place. Hein? Crois-le ou non, j'ai un lien à faire avec ça, qui a rapport. Tout calculé. Précision. Ok, ben j'y arrive. On a dit tout à l'heure que bon là les premières images de Pluton, ça a fait le tour sur quand même sur Facebook assez. Là. Oui. Donc la planète est marron. On la pensait plus rouge, mais quand même on est quand même dans la même palette de couleurs. C'est pas une grande surprise tant que ça. Et en effet, il y a une grande région de la planète. Le cœur. Il y a un immense cœur. Ça, ceux qui l'ont pas vu, donc c'est comme un calinours, comme Philippe disait. Et à gauche du cœur, en bas, ben si vous regardez comme il faut, il y a la silhouette noire on dirait presque une baleine à bosse intégrale. C'est pour vrai. Je l'ai pas vu, ça. Oui. Oui, donc c'est pour ça que je dis que c'est surprenamment. Il y a un lien à faire avec les baleines, mais quand même. Oh, wow. Oui. Donc, est-ce qu'on en sait plus? Absolument. On en sait aussi sur la Lune aussi. Oui, ben je vais vous dire, dans le fond, c'est une surprise le système plutonien jusqu'à maintenant, parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses à la dernière émission. Il y a des choses qui sont confirmées, puis beaucoup d'autres qu'on peut oublier complètement. Okay. D'un, on s'attendait à ce que Pluton et Charon soient terriblement criblés de cratères. On pensait que c'était des mondes qui avaient plus d'activité en surface, plus de géologie, et il y a à peu près pas de cratères. Bien au contraire, la surface se renouvelle autant pour la Lune que pour la planète, malgré leur petite taille, c'est actif. Donc ça, c'est une grande surprise qu'il y a eu de ce côté-là. Et Charon, c'est la Lune, ça. Oui, Charon, ça c'est la Lune de Pluton. Pour ceux qui connaissent pas, là, donc c'est en fait c'est la plus grosse lune du système solaire par rapport à la taille de la planète. C'est un système double, Pluton. Là, c'est la Lune et la planète tournent autour d'un point de gravité commun qui est au milieu, dans le fond. Ok. Donc voilà, c'est la grande surprise. Ils sont géologiquement actifs, mais beaucoup plus qu'on pensait. Donc ça voudrait dire que leur atmosphère est plus dense qu'ils pensaient pour être capable de... c'est pas du point de vue de l'atmosphère, en fait. C'est que ce qu'on s'attendait, il y a des modèles, je n'avais parlé la dernière fois, qui prédisaient que, par exemple, il y avait possiblement un océan d'eau liquide en dessous de Pluton. Ça n'est pas confirmé, mais ça n'est pas impossible. Mais on pensait que la croûte de glace qui était à la surface ne bougeait pas, puis qu'elle allait être, comme je disais, bombardée pendant des milliards d'années de comètes. Ce qu'on se rend compte, c'est que justement, elle se renouvelle. Puis ce qui est surprenant, c'est que la grosseur de ces corps-là, même avec leur force gravitationnelle, ce n'est pas mathématiquement, ça ne peut pas justifier ça n'est pas assez fort pour justifier ce qu'on observe à la surface. Des montagnes de 3,5 km de haut, entièrement de glace, qui présupposent un socle de glace énorme. Aussi, il y a beaucoup de dépôts. L'atmosphère est gelée à la surface en partie, donc il y a la couche marron, c'est de l'azote probablement complètement congelé. Et c'est ça. Les deux théories qui s'affrontent, c'est que il y en a qui pensent que l'océan qui est potentiellement en dessous de la surface serait suffisant pour justifier les montagnes qu'on voit là, par mouvement, parce qu'il y a des grandes plaines de glace, mais de plus en plus on pense que le cœur de Pluton serait plutôt radioactif. Donc c'est la force de radioactivité qui crée une chaleur qui pousse les montagnes à s'élever, etc. Ah, ok, qui fait déplacer entre guillemets peut-être des plaques tectoniques dans le fond ou quelque chose. Ça on peut dire, une forme de ce style-là. Là. Parce qu'arrive avec l'atmosphère, t'en parlais un petit peu. Les premiers scans ont découvert que l'atmosphère était extrêmement faible et il se dissipait beaucoup plus rapidement que prévu. Donc Pluton perd ses gaz et ses particules d'atmosphère. 500 tonnes par heure, pour être précis. Oh. Je pensais que ça freinait peut-être plus les météorites qu'ils pensaient, mais finalement c'est pas ça. Oh non, elle est vraiment beaucoup trop mince. Puis surprenamment, Pluton se comporte beaucoup comme une comète. On la voit pas visuellement, mais c'est possible de le voir par des instruments. Mais Pluton a une énorme queue qui passe son atmosphère. Et ça m'amène à la première chose que je trouve très amusante de la part des scientifiques. Vas-y, parle-nous de queue. C'est à peu près ça. Non. On arrive. La Lune Charon, il y a une zone dans l'hémisphère nord qui est très noire, puis je vais vous dire comment ils l'ont appelé, puis je vous laisse deviner. Imaginez une zone complètement noire encerclée d'un fer à cheval de montagne. Ah, je sais, je dirais pas. Ok, là, vous savez. C'est quoi, pas un bol de toilette, là? Eh bien, on sait pas si le nom va rester, mais présentement, on parle du Mordor.
Ouais. Oh, j'adore. Mordor! C'est mieux Mordor qu'un bol de toilette, personnellement. Ouais, moi aussi, là, mais wow! Le Mais Mordor. j'espère qu'ils vont garder le nom parce que historiquement, la NASA a tendance à garder la même thématique lorsqu'ils nomment quelque chose. Donc probablement qu'après tout le tour, on va voir apparaître, je sais pas moi, les autres noms de Seigneur des Dans Anneaux, du milieu. la comté, ces choses-là. Je m'en rappelle plus c'est quel astre exactement, mais soit une des lunes de Pluton aussi, il y a une thématique très cthulhuienne aussi. Je sais plus c'est à quelle place Donc, exactement. la thématique HP Lovecraft. Ouais, aussi sur. Ah, je pourrais pas vous dire laquelle, mais je sais par exemple que les lunes d'Uranus, c'est des personnages de Shakespeare, par exemple. Donc ils ont tendance en général à garder la même Mais thématique. c'est ça, je parle dans le système plutonien, une des multiples lunes de Pluton, ou peut-être des géologies proches. Et c'est une thématique très Lovecraftienne aussi. Donc, ils ont vraiment une thématique par corps céleste, fait que c'est drôle. Ah, c'est ça. Donc on va souhaiter qu'il reste dans la thématique du Seigneur des Anneaux parce que moi j'aime ça, personnellement. On aime ça, on aime ça. Contre-attaque, je pense qu'on aime tout pas On mal. aime tout ça. Puis cette zone plus sombre là, ben on pense que ça serait en fait assez spécial, c'est que l'atmosphère que Pluton échappe, ben il y en a une partie qui tombe sur la Lune tout simplement. Donc ça pourrait expliquer la zone sombre. Donc ça, on en est là pour le moment de ce côté-là. C'est l'Exas. Ça se pourrait-tu que Pluton se désagrège et que Charon devienne de plus en plus grosse? Ah ça, Ça serait une bonne théorie. on sait pas. Ben possiblement que, en fait ça a du sens parce que je n'avais parlé la dernière fois que j'étais venu, donc c'est confirmé. Oui, Pluton rétrécit puisqu'elle perd son atmosphère qui constitue une partie de sa surface. Parce que quand elle s'approche suffisamment du Soleil, ça s'évapore puis elle est trop faible pour la garder du point de vue gravitationnel. Fait qu'éventuellement, Charon devrait la planète la plus importante des deux. Après ça, Pluton, la échanger comme ça tout le temps. C'est ça, à un moment donné, Charon, c'est elle qui va se mettre à leur perdre, puis ils vont s'échanger ça comme ça. Là. Non, je sais probablement que beaucoup de scientifiques nous contesteraient, mais c'est le fun. Ah oui, d'imaginer ça. c'est des spéculations. Puis juste pour vous dire aussi, le beau cœur qu'on a vu jusqu'à maintenant a été nommé au nom de la personne qui a découvert Pluton. Puis pour la prononciation, ça se peut que je l'ai pas, mais je pense qu'on de dit... prononcer du Klingon, tu devrais être pas si pire. On dirait Clyde Tombaf, donc c'est la région de Tombaf. Mais Le je cœur pense de que c'est le Tombaf. même que ça se prononce. Désolé si c'est pas ça et que j'ai la fou, mais c'est pas plus grave. OK. Voilà. Du côté de Charon, quelques petits derniers détails. La Lune est fracturée surprenamment. Imaginez une sphère dans laquelle j'aurais passé un couteau puis qu'il y aurait une espèce de demi-sphère à moitié cassée mais qui reste collée quand même. Il y a un immense canyon comme ça sur un Charon de 8 km de profond. Et elle est comme fracturée mais qu'elle tient ensemble quand même. Donc bref, c'est ce qu'on a jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup de renseignements, je vais vous dire, qui est sorti tant que ça, parce que dans les faits, on a reçu moins d'1% des données de la sonde et on en a pour 16 mois à recevoir des données. Donc c'est vraiment juste les premières Fait qu'on ça va surprises. falloir qu'on te réinvite dans le fond là. Vous n'avez pas le choix, là. Ah, ouais. Ça va être absolument. Pluton part Fait que 3. c'est un engagement qu'on a pour les 16 prochains mois que tu reviennes régulièrement nous donner des updates sur Pluton. Mais un jour, je vais parler d'autres choses de Pluton, je vous le dis. Là. Ouais. Ouais. Mais est-ce que, Mais pas Tu l'avais fait, déjà oui. fait de toute façon. parce que là, c'est triste, parce que là, on vient d'atteindre Pluton. Les missions, dans le fond, l'être humain tente d'envoyer. Depuis 1959, on envoie des sondes. On a commencé par la Lune avec les Soviétiques et les Américains. Et puis là, depuis cette période-là, on a envoyé des robots partout, dans tous les corps célestes de nos systèmes scolaires principaux. Système Et puis- solaire. Oui, système solaire. Scolaire. Système J'ai scolaire. compris Ouais. scolaire, moi aussi. Bah, c'est peut-être juste ma langue qui est fourchue. Et on vient d'atteindre la dernière qu'on n'avait pas encore atteint. On a fait le tour, brièvement, mais on a fait le tour de tous les corps de notre système solaire. À l'exception Avant qu'on- d'un seul. Parce que si on admet que Pluton est une planète naine, il y en a une nouvelle qu'on a découverte et qui est plus grosse que Pluton et beaucoup plus loin, Eris, mais ça prendrait, je pense, 50 ans à se rendre là, donc ça arrivera pas. Ouais. Donc, on a quand même... des robots sur Mercure encore. Oui, on a envoyé des... absolument. Oui, on les a même fait se cracher sur Mercure. Oui. Mais c'est Yeah. pas des robots, mais c'est des sondes qu'on a sondes, envoyées. Ok. Fait que là, on est rendu à un point où ce qu'on a fait le tour. Fait que c'est triste d'une certaine manière. On a été partout qu'on pouvait aller. Fait que là, il reste juste à aller revisiter. Fait que ça va être beaucoup plus intéressant parce que les informations qu'on obtient de nos sondes actuelles sont tellement meilleures que les vieilles sondes. Ben, ça va être, Mais c'est du réchauffé, là. Il y Ben, a ça plus de la dépend. première fois. Il y a plus de première fois, mais ça enlève pas l'intérêt, par exemple, dans le sens que ce qu'on a découvert, là, c'est, on a comme préparé le terrain, on a réussi à voir, OK, là, on a des choses intéressantes, il faut se concentrer là la prochaine fois, puis les prochaines vont être beaucoup plus intéressantes dans ce sens-là. Là. Sans compter que la prochaine fois, la prochaine étape, là, dans le fond, c'est comme Curiosity qui a été sur Mars. On va envoyer une sonde sur place qui va se promener, qui va prendre des Oui. échantillons, qui va les analyser comme un petit laboratoire. Quand ça va être fait sur d'autres planètes, il y a des surfaces qui sont moins accueillantes que d'autres, pour être honnête. Là. Tu sais, je veux dire, on pourra pas aller sur Neptune ou sur Saturne ou sur Jupiter, c'est des gazeuses. Il y a pas moyen. Mais je veux dire, Les lunes, Il y a tout le temps moyen de trouver les lunes, de quoi hein. de nouveau à explorer. Comme on a envoyé une sonde sur une comète, là. Oui, c'est vrai. mais Fait ça, que, justement, on va tout le temps dans, trouver du nouveau. dans la deuxième partie de ma chronique, j'y arrive dans un instant, mais je vais vous en parler de ces futures missions-là. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui s'en viennent. Mais avant la deuxième partie, Ah,
La chanson de la semaine 2! Précisément. Chanson de la semaine numéro 2. Et là, c'est moi qui l'ai amené. C'est sorti sur le site de Overclock Remix cette semaine. Et c'est une pièce qui vient d'un jeu qui a un classique dont on parle pas assez souvent. Final Fantasy Tactics. Qui est un jeu qui, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, écoutez... trouvez-vous un temps dans votre horaire cette année. Faites ce jeu-là. Si vous aimez les jeux style tactique, justement, là, tous les jeux de Atlus, entre autres, là, qui ont sorti des dernières générations de consoles, faisaient ce type de jeu-là. Libérez-vous 200-250 heures dans votre horaire, là, puis... Tactics est juste malade. Et la trame sonore l'est tout autant. Donc, de cette trame sonore-là, on va entendre un remix qui est sorti cette semaine du réarrangeur Level 99, que j'ai déjà fait jouer des pièces ici dans le passé. C'est un guitariste. Donc, on va entendre une pièce il vient s'acheter une guitare 12 cordes, il a décidé de la mettre à l'épreuve. C'est 3 thèmes de Final Fantasy Tactics repris avec plusieurs échantillons de guitare 12 cordes. Ça s'appelle Finding Somebody to Love in This Meager World. C'est 6 cordes de trop! Et on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Inacceptable!
on vient d'entendre Finding Somebody to Love in This Meager World de Level 99. Donc, ben génial, ça. Ouais, je m'en ai rappelé tout seul. C'était merveilleux. C'est tiré de la trame sonore de Final Fantasy Tactics et c'est disponible gratuitement depuis cette semaine sur overclockremix.org. Allez vous chercher ça, j'adore cette pièce-là. Donc... Ouais, parce que Final Fantasy Tactics, ça ramène êtes-vous du clan Delita ou du clan Ramza? Bon, c'est bon. Oh non, c'est trop bon jeu, là. Wow, ok, j'ai des frissons de nostalgie, le fun. Donc... Attention. Hein? Oh. Chronique du Cosmos! Ben oui, ça prenait ça. Ça prenait On va ça. les faire plaisir un peu. Ah, ouais. ça fait ben trop plaisir. Et là, on poursuit notre chronique du Cosmos avec Jean-Philippe. Donc, tu nous parles d'autre chose que de Pluton? Oui, ben simplement, juste montrer, ben, comme Monsieur Boucher disait, c'est que en effet, l'effet de surprise de chaque planète, on l'a eu, on a envoyé une sonde. C'est quoi la suite? Ben, il y a des belles choses qui s'en viennent. Ça Ok, va ouais, dans c'est les vrai, parce que prochaines années. vu que c'est parti le 9 ans et demi, qu'est-ce qui est parti depuis ce temps-là qui est pas encore rendu? Oui, ben pour le moment, il n'y a rien de majeur dans les médias, mais les prochaines missions, là, justement, là, sont en préparation, puis il y a beaucoup de choses intéressantes. On va partir à partir du Soleil, je vais vous dire ce qui se prépare. Okay. Mercure, rien de majeur, absolument rien d'intéressant, ça reste une grosse roche, puis c'est pas elle qui est en priorité, mais Vénus. Mais Mercure, je pense qu'ils ont fait s'effondrer justement une sonde récemment ouais, dessus récemment, pour pas là, des informations. été, on est occupé avec, là. C'est ça, non, mais Mercure, en dehors de données scientifiques un peu drables, là, pour le consommateur moyen, ben... Ou de remplir les thermomètres. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et Vénus, par exemple, juste rapidement, Vénus, c'est les seules fois qu'on a réussi à se rendre à la surface, c'est les sondes soviétiques qui ont été détruites en à peine quelques minutes en général. C'est ça, ils ont eu des extraits de genre 10 secondes, quelques photos, puis après ça, c'est complètement détruit à cause des tempêtes. Exactement, ben c'est parce qu'à la surface de Vénus, l'atmosphère est tellement épaisse et lourde que c'est l'équivalent que si je mettais sans scaphandre 3 km au fond de l'eau, là, donc tout est détruit instantanément, 480 degrés Celsius, donc acide sulfurique, tout est détruit quasiment spontanément. On considère que c'est quasiment impossible à explorer, mais quand même, il y a quelque chose qu'on essaie de préparer par rapport à ça. Donc, on a développé une nouvelle technologie qui permet des ordinateurs à fonctionner à des températures comme ça. Je connais pas exactement le principe. Pour ceux qui connaissent l'informatique, ça pourrait être un futur sujet, mais ils ont juste mis plus de ventilateurs. Non, vraiment, c'est justement, c'est pas la température, c'est vraiment... Ils l'ont mis dans un case fait tout avec des vieux Nokia. J'ai entendu parler d'un procédé magnétique qui fait que malgré la chaleur, les données se stockent quand même. En tout cas, ben, bref, on envisage une mission robotique comme sur Mars qui pourrait durer vraiment des jours et des jours avec un robot qui se promènerait, prendrait des échantillons partout, pendant qu'un planeur resterait à l'extérieur de l'atmosphère, là où c'est plus clément. Au même endroit où ce que là, on est dans le très hypothétique, on parle de mettre des colonies flottantes humaines en orbite géostationnaire. Wow! C'est ça. Parce que ce qui est le fun avec justement cet endroit-là, c'est qu'à la bonne hauteur dans l'atmosphère, la pression et puis la gravité sont très proches de la Terre, plus proches que Mars, plus proches que les autres endroits. Okay. C'est dans des colonies flottantes à la bonne hauteur, c'est beaucoup plus hospitalier pour le corps humain que n'importe quel autre astre. Température qui excède pas 50 degrés Celsius, puis l'humidité, la seule humidité de la planète est à cette hauteur-là en plus. Paraîtrait-il qu'il appellerait cette station-là la cité des nuages. Oh, c'est merveilleux. Ça serait cute. Ça serait super. Si on continue, ben la Terre, ben là... Bon, oui, il y a des satellites, là, mais bon, on la connaît. Terre, je peux rajouter quelque chose pour niveau de la Terre, c'est qu'à un moment donné, il va falloir remplacer le télescope Hubble, qui commence à être vieillissant. La prochaine génération de ce télescope de l'espace va sûrement être fascinante, puissante. James Webb, je pense que ça va s'appeler, puis il est capable de... Là, dans le fond, la mission d'Hubble était de spotter, si je peux dire, autour de toutes les étoiles, qu'est-ce qu'on a comme planète, qu'est-ce qui ressemble à la Terre. Maintenant qu'on sait quelles sont la taille de la Terre et dans la zone habitable, James Webb va être plus fort, va se concentrer sur eux autres, nous dire, y a-tu de l'eau, y a-tu de l'oxygène, est-ce que c'est un monde qui respire? Sûrement avoir des nouveaux instruments à bord pour voir des choses qu'on sait pas encore. On parle de la Terre, mais honnêtement, la grande majorité de la surface terrestre est sous l'eau à des profondeurs qu'on n'a pas accès. On connaît pas la Terre. Absolument. James Cameron s'en occupe de ça. Il est vraiment présentement un peu partout IMAX, dans le fond des mers à faire de la recherche. Ouais. Mais IMAX présentement, je sais pas si c'est présentement où ça s'en vient, mais on va pouvoir voir l'expédition vraiment spectaculaire de M. Cameron dans la fosse des Mariannes à 8 km sous l'eau. Là. Wow. Il paraît qu'il trouverait une créature étrange. On va voir ça. Le script de son prochain Avatar, on le sait pas. Mission humaine. Dans le fond, ce qu'on prépare, on a la nouvelle
génération de fusées qui va permettre aux humains de dépasser. Là, on va dépasser l'orbite lunaire bientôt avec une mission humaine habitée. On va se rendre jusqu'à un astéroïde qui est, je sais pas la position, mais beaucoup plus loin que l'orbite lunaire. Le but, c'est de ramener cet astéroïde-là autour de la Lune, puis après ça, on va faire des missions humaines sans atterrir sur rien pour aller chercher des échantillons sur cet astéroïde-là. Et cette mission-là est préparatoire à un voyage vers Mars aux alentours de 2040. Mais ça, il repousse toujours la date à toutes les fois, mais bon, quand même. J'avoue, ça va être un feeling weird d'être un humain dans une capsule, de regarder en d'auto, tu vois la Lune qui s'éloigne, tu sais. Oui, ça va être la première fois. Ben, la planète aussi. Ben oui, non, mais c'est ça, tu vois la Lune et la Terre qui s'éloignent, tu fais oh là, je suis loin, là. Oh là, je suis loin. Il me ramène pas de même, là. Je peux plus changer d'idée, puis je disais, laisse-moi ici, je vais marcher jusqu'à la maison. Non, c'est ça, tu peux pas dire, bon, je fais un bout. Non, fais-le au complet. Parce que tu peux pas. Ah non, ça doit être pour ça que l'histoire de télé-réalité vers Mars, là. Ah, ça, on en reviendra à une autre émission, ouais. C'est une arnaque, ça, c'est d'autres Ça a choses. été prouvé que Mars One était une arnaque. Ouais. Puis Mars, surprenamment, je vais passer par-dessus Mars, parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur Mars, mais les sondes sont là présentement, puis on le sait, c'est une future mission habitée éventuellement. On va aller à Jupiter. Oui, on a envoyé des sondes, mais on a découvert que 3 ou peut-être même 4 des lunes de Jupiter ont un océan liquide sous la surface de glace. Et en particulier, je me concentre sur la lune Europa. Oui. Donc là, on a une mission qui est déjà planifiée, un nouveau budget qui a été voté cette année pour envoyer une sonde rapidement qui va commencer à analyser l'épaisseur de la croûte de glace pour préparer le terrain, une future mission qui va pénétrer la croûte de glace et envoyer un sous-marin dans la zone potentiellement habitable. Si les conditions sont assez, pardonnez-moi l'expression, trash, c'est là qu'il va y avoir le prochain Eurovision d'ici peut-être 15-20 ans. C'est le but de ça. Mais en fait, la simple et unique raison, c'est d'entrer dans l'eau d'Europa pour peut-être trouver la première source de vie extraterrestre à l'extérieur de la planète. Des dinosaures extraterrestres qui vivent sous-marins. Ça va être des microbes sous-marins qu'on va trouver en premier, mais on va en trouver là. Peut-être plus que des microbes, honnêtement, parce que les conditions, je veux dire, en tout cas, admettons que c'est extrait, parce que les conditions d'Europa, on les retrouve sur Terre, dans le sens qu'il y a de l'eau, des sources d'éléments chimiques fournis par du volcanisme sous-marin, et dans des endroits comme ça sur Terre, on a des formes de vie assez complexes, jusqu'à l'équivalent d'un écrevisse qui réussissent à survivre là-dedans, donc ça pourrait être potentiellement très surprenant. J'ai lu un bel article là-dessus cette semaine, rapidement, avant qu'on aille en pause, mais qu'il y a beaucoup d'espèces d'animaux que les larves, quand il y a les courants, ils disparaissent. On va dire, ces larves-là sont toutes mortes. Non. Les larves se retrouvent souvent pas loin des sources volcaniques. Et puis, quand ils sont grandes, ils retournent à la mer. Fait qu'il y a beaucoup de bébés poissons et crustacés qu'on pensait qu'ils mourraient amenés par les marées, mais non, ils s'en allaient vivre à une place plus cool. Et son savoir empirique des créatures de la mer. Il y a un genre de poisson avec des dents molles, il est noir, puis il a pas d'écailles, puis il a l'air vraiment fin. Fait que... Il garde dans son lit tous les soirs. Je m'appelle Sean. Je vais poursuivre mon voyage maintenant du côté de Saturne. Okay. La lune Titan, on en a entendu parler en 2004. Oui. Donc, la lune Titan, pour ceux qui savent pas, c'est une lune qui est plus grosse que certaines planètes du système solaire, atmosphère très dense. On a découvert que elle a une énorme croûte de glace recouverte de lacs et même de mers d'hydrocarbures. Et on prépare, ça c'est sur les planches, on s'entend, mais il y aurait une mission qui va envoyer un sous-marin nucléaire explorer les mers de méthane de Titan. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui s'en vient. Puis éventuellement un pipeline pour les hydrocarbures. Exactement. Ça, on peut un travail là-dessus, là, je pense. Puis aussi dans le même système encore, la petite lune Encelade, qui est très petite, mais qu'on a découvert qu'il y a un océan d'eau salée aussi à cause de encore les forces gravitationnelles et tout. Puis c'est la plus intéressante de tout le système solaire, c'est que il y a d'énormes geysers qui crachent de l'eau en provenance de cet océan-là et qui, autrement dit, s'il y avait de la vie dans un endroit comme ça, que toutes les conditions possibles sont réunies, tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer une sonde en orbite et récupérer les traces du geyser et les analyser directement sans même avoir à descendre dans la glace. Donc ça, c'est une cible aussi qui est privilégiée. Wow. Du côté d'Uranus, donc la fameuse planète... Ah, Simon... Non, c'est correct. Simon, laisse faire. Oh, pas de commentaires sur Uranus. J'ai rien dit, moi. T'as juste souri, c'est pas grave. Donc, du côté d'Uranus, probablement quelque part en 2030, une première sonde qui est avec un robot pour aller dans l'atmosphère d'Uranus, un autre pour aller à la surface de sa plus grosse lune. Neptune, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre qui se présente parce que c'est une planète intéressante à aller voir, mais ça nous prendrait trop de temps et un trop gros coup d'aller là. Et par la suite, pour le reste, on en a déjà assez pour s'occuper pendant une couple de décennies. Oui, yes. Hey, merci, JP. Pour cette belle chronique du cosmos, moi,
Je pourrais discuter des heures de ça, là. C'est super fascinant. J'en ai-tu des choses à dire? J'étais en contact direct avec le directeur de la NASA. Il m'a tout envoyé ça directement sur mon email. Là. C'est facile. Là. Charles Serre est fier de toi. Il dit, t'as bien retenu son briefing. Ben, j'y parlais un matin, justement. Vous êtes 4 à parler Klingon en Amérique du Nord, j'espère que vous connaissez. Mais donc, t'es le padawan à Tisser, d'après les rumeurs. Donc, merci pour toute cette super belle chronique. On va faire une autre petite pause publicitaire et on revient après pour le dernière demi-heure des Geeks contre-attaque. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour le troisième tiers, dernière demi-heure de cette version 90 minutes des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 18 juillet. Hey Eric, je connais quelque chose qui dure à peu près ça, 90 minutes. Hein? Chronique Cinéma! La la la. La la la. La 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 la. Beaucoup trop d'enthousiasme, Philippe. Donc, oui, 90 minutes, c'est vrai, c'est la moyenne d'un film en général. Ben oui, c'est un long métrage. Belle référence. Donc, Chronique Cinéma, pourquoi Chronique Cinéma? Entre autres, il y a eu le San Diego Comic-Con, on en a parlé durant le Comic-Con la semaine dernière. Oui. Et là, il y a eu... là, on a eu comme à peu près tout le contenu là, qu'on a brassé pendant la semaine. Entre autres, certaines bandes annonces intéressantes. Celle de Batman vs Superman, entre autres. Oui, et la première de Suicide Squad aussi. Oui, je suis content de Suicide Squad, dans le sens que ça a fait peut-être fermer la gueule à pas mal de monde qui avait chiolé sur les photos du Joker. Là, ils l'ont vu parler, ils l'ont entendu parler. Mais ça a pas l'air quand même bon, là. Ça, non, mais ça a l'air beaucoup moins pire que ce que les gens faisaient des peurs. Mais ça a pas l'air bon. Le pire, c'est que moi, je m'attendais pas à rien de ce film-là, puis j'ai aimé le trailer, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'adore, hein, je suis curieux. Moi, j'ai une aversion totale au nouveau Superman, ça m'intéresse pas du tout. Ah, là, tu vois le nouveau Superman, ouais. Mais avec Batman, moi Superman m'intéresse pas en tout. Mais juste à cause de Batman, j'ai hâte de le voir. Je suis la nuit. Ouais. Mes parents sont morts. La nuit, mes parents sont morts. Mais ce qui avait fait rire beaucoup sur Internet avec ce trailer-là de Dawn of Justice, c'est Batman qui va sur le toit du commissariat et qui starte lui-même le bat-signal. Oui. Donc, quand Batman call Batman, ça va pas bien. Ouais, Batmanception. Il y a une raison probablement dans le film. Oui, tu sais bien, sur Internet, tout le monde. Mais il y avait quelque chose que quelqu'un a remarqué dans la bande-annonce de Batman vs Superman qui était fascinante, c'est que il y a une séquence où tu vois Bruce Wayne tient quelqu'un dans ses bras qu'on sait pas c'est qui regarde vers un des buildings pendant le combat entre Zod et Superman, et qui voit un laser d'œil découper un building. Et quelqu'un a analysé la trajectoire du laser versus la scène dans Man of Steel, dans lequel il se met à tirer à travers un building. Eric. Et c'est la même trajectoire. Et sais-tu quoi? Moi, j'ai spécifié aussi que... J'ai comme théorie que tout le monde chialait sur la fin, justement, de Superman, que Superman ne ferait pas autant de destruction, et ils ont utilisé ça pour justifier la rage de Batman. Ouais, okay. Mais là, la question à 10 000 $. Oui. Est-ce qu'ils avaient prévu leur coup ou c'est juste qu'ils Non, ils ont écouté les fans puis ils ont corrigé leur propre film comme ça. S'ils sont opportunistes puis qu'ils ont saisi à balle au bon, tant mieux. Mais ça m'a impressionné. Moi, j'ai dit, c'est génial. Non, mais DC font ça parce qu'ils sont obligés. Parce que regardez, au Comic-Con, il y a eu le trailer de la bande-annonce pour Suicide Squad qui avait été présenté. Puis là, elle est sortie sur Internet. Puis là, les gens voulaient le regarder. Puis là, DC ont passé la semaine à essayer de tuer les liens. Plutôt que quand c'était arrivé la même chose pour, je pense que c'était Captain America. Ils l'ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Puis Marvel, ils ont simplement dit, maudit Hydra, pourquoi vous avez sorti notre bande-annonce? Tu sais, ils ont assumé. Tandis que là, d'ici, ils ont passé la semaine à dire on voulait pas que vous la voyiez. Non, vous avez pas le droit. Mais côté Marvel, ils le font aussi des fois parce que celle de Deadpool a leaké. Non, c'est pas Marvel, c'est Fox. C'est Fox.
Attention, c'est Fox qui a les droits. Oui, c'est Ok. Fox qui fait le film. Donc, j'avais assumé que c'était Marvel, Non. mais elle a sorti, elle a leaké, j'ai vu la version leakée, mais j'ai essayé d'avoir la version HD pour la mettre sur la page des geeks Ça. et j'ai pas réussi. Ben, les effets vont être terminés à temps pour une version HD de la bande-annonce d'ici une semaine ou deux. Mais c'est vite comme juste ça, que on fait confiance à la gang de Ryan Reynolds. Ça a l'air ça solide. semble très fidèle au matériel source. Ça risque d'être le fun pour ça. Autre chose qu'on a vu qu'il y a eu au comic. Ben, il y a Ant-Man qui est sorti hier. Oui. Et que à date, les chiffres sont comme pas... c'est le plus faible résultat au box-office pour le premier 24 heures de tous les films de Marvel depuis le début Mais de l'Iron Man. étrangement, paraît-il que le film est excellent. Ah, C'est les critiques sont pas bonnes. fantastiques, mais Les critiques Quand sont même divisées, mais pour les mêmes points. Fait que ce que les gens aiment pas du film, c'est ce que les autres aiment. Donc, ça veut dire que c'est le genre de film que t'aimes ou t'aimes pas, et non pas qu'il est nécessairement mal fait ou quelque chose de genre. Exactement. C'est simplement, il va venir te chercher ou il viendra pas te chercher. Mais tu sais, on s'attend à un standard de base de qualité de Marvel. Ant-Man n'était pas le Age of Ultron de cette année, bien entendu. Mais reste que, semble que c'est un film de bonne qualité. Par contre, c'est un peu décevant. Que le premier, on va voir si jusqu'à la fin de la fin de semaine, s'il y avait que, je sais pas, moi, je dis le mauvais temps ici, mais c'est pas répandu partout sur l'Amérique du Nord, là. Je sais pas si ça va jouer sur le box-office. Le Des festival d'été affecte pas les ventes, les premières hein. de, non. Non. Ça Mais est-ce peut qu'on être va... une petite overdose de films de super-héros qui commence à se faire sentir, peut-être? Ah, mais je me dis, il va en avoir, mais il y en a encore. C'est mon avis, t'as juste à pas y aller si tu veux plus en voir. Ben, c'est exactement ce qui se passe présentement. Je veux dire, C'est peut-être comme- que ça commence à se sentir même pour ceux qui aiment ça. Ben, Parce que moi, j'ai pas été voir Ultron. J'ai pas été voir Ant-Man. J'ai manqué beaucoup de gros films de Marvel dans les derniers mois, puis dans les dernières années, puis même de films super-héros en général. J'ai pas vu un X-Men depuis des années. J'aime ça, mais on dirait que je suis plus dedans. T'as-tu vu Days of Future Past? Non. Il est excellent. il est excellent, J'ai puis- rien vu depuis, je pense, X-Men 2. Écoute Days of Future ben, faut Past. qu'il goûte First Class avant, puis qu'il voit comment que... C'est pas nécessaire. Hey, il est super bon, Il est First bon, Class. mais il est pas nécessaire à comprendre Days of Future Past. Non, ben, Non, c'est vrai, ça. non, mais c'est le fun de voir la... Non, mais s'il en skip, je recommande, Ok. je recommande tout cas, Days par-dessus First Class. Mais donne-toi pas la peine pour les Wolverine. Non. C'est correct, j'ai vu. Parlant Origin. des films de X-Men, on a vu les premières images de Apocalypse qui ont surpris l'internet par leur couleur vive qui est beaucoup très proche des comics. Ouais, de Mais Age il of est Apocalypse. non, il est pas la bonne couleur. En Ben, fait, c'est pas non, mais les Apocalypse, c'est un autre couleurs. personnage. La couverture qu'on voyait trois personnages, on voyait Psylocke, Magneto et un personnage que le monde croyait être Apocalypse, se trouve être un autre personnage qui ressemble pas à sa version de Marvel, mais c'est pas Apocalypse. Ce que je veux en venir avec Selon la ce que les- brillance des Ouais, couleurs, c'est que dans les films de X-Men et dans les films de super-héros en général, on a tendance à à désaturer les couleurs pour les moderniser si on veut. On essaie de s'éloigner de l'apparence comic book. Là, on dirait que le prochain X-Men veut embrasser au contraire la brillance des couleurs, aller au contraire de ce que DC fait avec ses couleurs terre. Ça a été dit dans une entrevue justement que les costumes vont aller chercher beaucoup plus d'inspiration des comics et non pas des films. Parce que le premier X-Men, ça avait des costumes de cuir. Là, Ouais, Il y avait ouais. aucun costume qui était fidèle à l'original. là. Ben, il y avait Que des jokes sur le là-dessus. cuir. D'ailleurs, Ouais. Wolverine disait quoi? Tu préférais que je porte du spandex jaune? Parce que le costume sur les images qu'on a vues, Psylocke est parfait. Identique à la version Magneto originale. fait du sens aussi et très beau. Non, costume. regarde, on s'enligne sur quelque chose de le fun. Mais ils ont rattrapé la balle au bon parce que X-Men, la franchise était complètement, ça dérape. Autant l'X-Men 3 avait été un flop. Par rapport à son scénario, c'était craché sur la franchise complètement. Et par la suite a sorti les X-Men Origins, c'est sorti Wolverine 2. Oh oui, mais regarde, Et là- tu dis qu'ils ont échappé la balle au bon, mais par Mais exemple, ils l'ont rattrapé à partir on de l'a First dit, Class. First Class puis C'est Future Past sont excellents. C'est ça, exactement. Donc, je suis content qu'il l'ait ramené parce que c'est quand même le premier film qui a rendu les films de super-héros populaires, le premier X-Men. Là. Faut pas se cacher. le Lui deux. et Blade. Le Lui et 2 Blade. était Le 2, c'est le excellent. meilleur, je trouve. X2. Ouais, les deux premiers. Si vous l'avez pas vu, à voir. C'est ça. D'autres nouvelles de cinéma qui sont sorties? Vite de même, Oui. est-ce que un retour de vos héros de jeunesse, encore une fois, les Fraggle Rock feront un retour au cinéma. Pour ceux qui se rappellent pas des Fraggle Rock, c'était des marionnettes de Jim Henson qui mangeaient des cristaux transparents, puis il y avait des petites créatures qui fabriquaient ces cristaux-là, fait que c'était beaucoup de violence. Mais c'était cool. Donc- J'adorais Fraggle, puis il y avait de la musique tout le temps, parce que c'était comme un genre de comédie musicale. là. T'avais tout le temps des chansons au travers, pis tout ça. Les fameuses ogres, c'était Les Fraggles sont là.
Ouais. Les Fraggles sont... Ah non, puis les deux ogres, justement, qui surveillaient. Avec puis- Miss Simondis. Est-ce que l'oncle Matt va être là? Qui? L'oncle Matt. Celui qui L'humain. explorait. C'est important, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un humain dans les Fraggle Rock et Ben, ça il va y en a- être dans la personne de Joseph Gordon-Levitt. Hein? Ça a été confirmé. Ben, il y a toujours un humain qui habitait à la Ouais, surface non, avec c'est son ça. chien. là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est un peu comme dans les Schtroumpfs, c'est voyons comment il s'appelle Gargamel. Dr. Doogie. Ah, Neil Patrick Ah, Harris. Harris. Ouais. Sans rien enlever à Quelle Neil. glorieuse franchise. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ou qui jouait dans Garfield? Est-ce qu'on En s'en- tout cas, je sais que c'est On c'est s'en Bill fout. Murray qui fait sa voix. Oui, mais il y avait un acteur qui a comme disparu de la map depuis qu'il a fait les Garfield. Je me rappelle plus de son nom. Je répète, Je le vois tous les jours de la semaine à cause de ma fille, mais je me rappelle pas de son nom. Non, et puis il voit, c'est le même acteur qui avait joué dans dans La Virée, Road Trip. Faisait le Tom- personnage principal. Tom- de Ouais, DJ ouais, Qual. ouais, comment il s'appelle? Non, DJ non, Qualls. Non, DJ Qualls, il jouait dans La Virée, mais c'était pas le personnage principal. Non, c'est le personnage, le bon gars, là, dans la Ouais, série. ouais, là, le voyons, bon gars à qui arrive le truc avec la fille. on s'en rappelle plus. Bref. On voit clairement à quel point que ce personnage n'était pas important dans le monde. C'est C'est ça. Et il est mort dans Garfield. Sa carrière est morte dans les deux Garfield. Donc, Ghostbuster, Phil, qu'est-ce qui se passe avec ça? Hey, on va-tu en pause musicale, puis après ça, je vous parle de Ghostbusters. Ok, d'abord. ok, d'abord. La chanson de la semaine 3! Parce que tant qu'à parler de Ghostbusters, je vais prendre mon temps. Ouais. Donc, c'est chanson de la semaine 3. Encore fourni par moi. Oui. Là, Mikey a un petit extrait pour nous d'une chanson du jeu GoldenEye qui s'appelle Frigate. Version 64. Version originale. Si on remarque bien, la version a été modifiée pour le jeu, c'est sûr que c'est pour que ça puisse rentrer sur une cassette. Eh bien, la personne qui a composé cette musique, qui s'appelle Grant Kirkhope, a révélé les versions originales non compressées sur son site web que j'ai downloadé et je vous offre comme chanson de la semaine la même chanson, Frigate, tirée de GoldenEye N64, mais décompressée. C'est beaucoup plus riche. Portez attention. Yes! Et on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre l'original non compressé de la pièce Frigate. Ouais, c'est ça? C'est un grand classique. Surtout, moi puis JP, on a gamé très très beaucoup à GoldenEye. Donc, presque des nuits blanches des fois. J'en ai un petit peu honte, pas mais quand presque. même. Tiré du jeu GoldenEye qui a été sans contredit le premier first-person shooter, le jeu de Sur tir à la première console. personne sur console qui a été immensément populaire. Là. Ouais. Ça a été c'était le Halo des années 90. Là. En tout cas, belle dose de nostalgie. Ben mais oui. parlant de nostalgie, on Oui. retourne à Ghostbusters. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a eu des petits détails cette semaine. Oui, ben en fait, la semaine passée, je vous écoutais, vous avez parlé du Ghostbusters, le remake. Vous avez aussi parlé du prochain remake masculin de Channing Tatum, qui était dans les rumeurs en train de se faire. Eh bien, ce remake-là n'aura pas lieu. Bonne chose. Et la simple raison est que les exécutifs des studios ont décidé que pour faire place au Ghostbusters féminin qui est déjà en production, le marché serait trop saturé pour 2 films de Ghostbusters pas reliés aussi rapidement. J'ai jamais compris cette décision-là. C'était n'importe quoi. Là. Tu mets toute ton énergie vers ton projet. Tu dis pas, j'ai peur. Fait que on disait justement que ça sonnait, c'était comme un signe de manque de confiance envers l'autre film, ce deuxième projet-là. Ça paraît mal. Assumez-le. Faites votre film. Puis en plus, je veux dire, ils ont un casting intéressant. Ils ont des actrices qui ont du potentiel de faire c'est toutes des comédiennes comme le film original. C'est pas la compétence qui manque là, c'est juste à savoir est-ce que le script va être à la hauteur, C'est plutôt ça. Ouais. est-ce que le ton va être juste entre la comédie et l'horreur. S'il avait réussi à bien faire avec les premiers, est-ce que ça va être encore bien respecté aujourd'hui? Je suis un peu déçu qu'au Comic-Con ne nous ait pas révélé la version féminine de Slimer, ce qui va probablement arriver. Non. Il n'y en aura peut-être pas. Non. Lui aussi en version féminine. Non. Moi, je vous le prédis. Il va être en Non. CGI poche. Non! Peut-être pas. Peut-être Je que vais Star tellement Wars. pas y aller, là. Peut-être que Star Wars va prouver que les effets pratiques, c'est plus intéressant. En tout cas, mais Parlant de choses qu'on veut pas. j'ai une dernière nouvelle pour Ghostbusters. Vas-y. D'ailleurs, pour ce film-là, le remake féminin, Dan Aykroyd a confirmé qu'il ferait partie du film sous forme de caméo. Probablement pas comme Ray Stantz, son personnage de Ghostbusters original. Un petit rôle, il va être présent dans le film. D'après moi, c'est ça. Il va faire un petit clin d'œil. D'ailleurs, il avait confirmé sur Twitter qu'il était en studio avec la gang et qu'il avait bien du fun. Et mystérieusement, son tweet a disparu des ondes. Ouh. Hey, en passant, c'est une super bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir arrêter d'appeler ça le Ghostbuster féminin. C'est Ghostbuster, point final. Ouais. Ça va être plus simple. Tu sais, je veux dire, c'était n'importe quoi. Bon. Les casseuses de fantômes. Pas le ça comme ça? C'est pas des casseurs, non, des chasseurs de fantômes en français. Non, c'était SOS fantômes. Non, moi, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Est-ce que, parlant de choses qui n'ont pas rapport. Comme souvent, Eric a pas rapport. Hey! Si je vous dis, Ok, t'as fini de pleurer? Là? Bon, vas-y Simon pendant qu'il pleure. ok, si vous pensez, mettons, au dessin animé classique de Disney, Aladdin. C'est quoi Oui. qui fait ce film-là? C'est le génie. Joël Legendre. Robin Williams, le génie. Robin Williams qui joue le génie. Il va y avoir un nouveau Aladdin qui s'en vient par Disney. OK. Là, ici, bon, Robin Williams qui joue le génie est mort. Feu Robin Williams. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, devinez quoi? Ils ont décidé de faire la chose la plus logique qui se fait pas. Ça va être un film avec des acteurs qui se passent avant le film. Donc, il peut pas avoir de génie parce qu'il y a pas de lampe encore, parce que tu trouves la lampe dans le film. Et ça va être des Donc acteurs. Aladdin va être un voleur. C'est la jeunesse de Bum d'Aladin, peut-être joué par Éric Lapointe. Non, mais pour être honnête, à fond, Il aurait pu demander à André-Philippe Gagnon. ça va être en live action. Dans le fond, ça va être avec des acteurs réels. Acteurs réels, Aladdin avant le film. Donc, il y aura pas de génie, il y aura pas la princesse parce qu'il connaît pas Jasmine encore. Tu sais, il y a toutes les choses qui font que est importante dans Fait qu'on Aladdin. avait besoin de, entre guillemets, un origin story de Aladdin. Oui. Okay. Ça va être- Comment il va pogner ses pouvoirs. Ça va être Aladdin Origin. Est-ce que je me trompe, on va se taper tous les personnages de Disney en version live, là? Ils sont à veille de le faire, mais crois que écoute, ça va La faire de Reine des l'argent. Neiges, est-ce que ça va être fait aussi? Sûrement. C'est la grande question pour Ben, tous les papas. Disney sur glace, tu peux aller la voir. Avec Ouais. Disney sur Mais glace. il est déjà allé. Je pourrais. Ah oui. Hey, Hey, Est-ce que j'ai je vais le faire? Je sais pas. une petite deux petites nouvelles concernant une autre franchise adorée de tous. C'est-à-dire. Retour vers le futur, nom de Zeus. Hey, C'est c'est quoi? vrai, ils vont revenir au cinéma. Pour le 30e anniversaire. Est-ce que Ouais. ce sera en 3D? Est-ce que ce sera en version standard? Ce n'est pas encore... Remasterisé, HD, peu importe. Ouais, ça c'est pas encore Ok, précisé. pas un nouveau film, là, juste les Non, non, ressortir. les l'original. trois originaux au J'ai eu cinéma. peur pendant un instant. Donc la première trilogie où moi j'ai entendu parler du premier, c'est sûr. Les deux autres,
tant mieux s'ils sont là. Moi, je vais aller les voir aussi. Jean-Philippe, t'as pas à avoir peur parce que le réalisateur de Retour vers le futur C'est vrai, a oui. déclaré, et ce de manière très officielle, Over My Dead Body. Tant Ouais. et aussi longtemps qu'il Robert vivra... Zemeckis. Oui. Merci. Tant et aussi longtemps que Robert Zemeckis vivra, il ne se fera aucun reboot, aucun remake, aucune suite, aucun autre installement de Retour vers le futur. C'est inclus faut dans jamais c'est toucher. inclus dans C'était le ma contrat, deuxième by the way. nouvelle. Bravo, Oui. Mike. Cependant, ils ont annoncé des séries de bandes dessinées Retour vers le futur Oui. en format comique qui va se passer autour des événements. Est-ce que ça va être durant les films, entre les films? Est-ce que ça va être le premier voyage de Doc dans le Il futur? semblerait On que, le sait pas. selon mes sources, ça va combler certains trous qu'il y a dans les films, peut-être des moments qu'on n'a pas vus à l'écran ou Ouais. entre les films, si La on veut. fois que Doc a fait un deal avec les Iraniens pour avoir du plutonium. Ben, ça serait cool. Libanais. Libanais. Ben, ouais. Oh, excusez, j'ai les trucs du nucléaire iranien en tête. Ça fait le tour pour Back to the Future. Hey, une petite Ouais. nouvelle heureuse. Je pense qu'il y avait des gens ici qui étaient des fans de Miyazaki, Oui, ben Ben oui. qui avaient pris sa retraite. Oui. C'est fini. Mais c'est pas vrai. Il retourne faire un film. Parce que Ghibli avait comme annoncé... Parce que le film que j'avais été voir, Souvenir de Marnie, était officiellement le dernier film Oui. de Ghibli à aller jusqu'à la visite maternelle. Le Miyazaki studio, comme va prenait ça. diriger un film d'animation par ordinateur OK. pour le musée Ghibli. Ça va être un Ok. film de 10 minutes qui va, dans le fond, aider, qui va comme présenter ou quelque chose. Ouais. C'est Parce une que histoire quand on visite, excuse-moi, quand tu visites les studios Ghibli, il y a des films exclusifs que tu peux pas voir ailleurs. Ils sont pas disponibles sur le net. Ils sont pas dans des versions étendues des DVD. Tu peux juste les voir sur place. Ils ont été faits par Miyazaki lui-même sur différentes franchises ou des films originaux qui sont seulement visibles là. Donc, il est en train d'en préparer un nouveau. Donc, il n'a pas complètement pris sa retraite, même s'il dit qu'il a pris sa retraite. Ouais. Mais vous le verrez jamais. Ah, c'est ça. À moins que vous alliez au Japon. Ce que notre ex-chroniqueur et qu'on a eu ici à l'émission pendant un temps, notre prof Trudeau, a visité sur place le musée Ghibli. C'est pour ça qu'on l'a jamais revu. Il est resté là-bas. Ah, c'est ça. Il est resté Émerveillé. émerveillé de son regard d'enfant et plus capable de sortir de chez lui. Donc, wow. Donc, on a Petite dernière nouvelle. Petite dernière nouvelle, ben oui. Il y a un Kickstarter, c'est un site qui est intéressant pour les fans de Star Trek. Un movie, un film de fans qui s'appelle Axanar et qui traitera de la bataille d'Axanar contre l'Empire Klingon. Donc, C'est incroyable ce qui a été fait là-dessus à date. c'est au courant un peu plus magique. que moi. Ah, ouais, JP, ouais. vas-y, développe. Ben, jusqu'à maintenant, il y a déjà une partie de ce film-là que vous pouvez voir, là, parce qu'ils ont préparé une espèce de documentaire, là, puis c'est surprenant. C'est mieux que les séries télévision visuellement. C'est de mon point de vue à moi, puis c'est terriblement intéressant. N'importe quel fan de Star Trek va jubiler à voir ça. D'ailleurs, je vais mettre sur la page des geeks le lien Kickstarter. Donc, participez généreusement. Et moi, j'ai participé à un Kickstarter de Star Trek qui s'appelait For the Love of Spock, qui était fait par le fils de Leonard Nimoy. Wow. Un documentaire avec comme en fin de trame Zachary Quinto qui va commenter. Et ça a été financé, ce projet-là. Ça va avoir lieu. Yes. Sinon, parlant de Star Trek, aux dernières nouvelles, l'acteur qui joue Worf travaille toujours fort à essayer d'avoir sa propre série sur les aventures de Worf. Peut-être un jour. Lâche pas Michael Dorn, on est avec toi. Un dernier pushing sur Star Trek pour les fans que ça pourrait intéresser. Pareil comme ça a été fait pour Star Wars, si vous faites un don versus une fondation, vous pouvez, en tout cas c'est en ligne, mais vous pouvez avoir un rôle dans Star Trek, pareil comme ça a été fait avec Star Wars. C'est présentement, et d'ailleurs je vais aller m'occuper de ça rapidement. Yes. Bon, Hey, on a fini avec un gros blitz de Star Trek. Et voilà. OK. T'as l'air déçu. Suivra l'émission C'est dans le sac qui fait un retour sur les événements du festival d'été en Bien direct entendu. du Sacrilège. Allez voir ça, Tania est en direct du Sacrilège. Allez voir ça. Hey, ça va parler de Megadeth. Ah oui, le festival d'été qui se termine demain avec le mauve profond, c'est-à-dire Deep Purple, donc soyez-y. Donc, hey, merci d'avoir été là, donc merci à Simon, Merci. merci à Philippe, Hey, merci tout le monde. merci à Mikey Boy, De rien. JP, tout le temps un plaisir de te recevoir. J'adore ça. Yes, et je me remercie moi-même parce que j'étais parti d'un élan. J'étais parti d'un élan. remercié. Et je vous remercie ainsi vous, mes très chers auditeurs. Je vous adore et je vous dis, revenez nous réentendre la semaine prochaine, l'édition régulière des Geeks Contre-Attaque d'1 heure à partir de samedi prochain à toutes les 14 heures. Donc, sans plus de préambule, salut les geeks!